Et comme par hasard, c'est quand on rentre chez nous, dans notre cabane, qu'on voit les plus belles chapulines. Mais vas-y là. Ouais, c'est ça, fais la maline. Allez hop, c'est notre petit déjeuner. Bon, on a été en Asie, en Océanie, en Amérique. Quel continent on pourrait visiter maintenant? Il y a des insectes en Antarctique? Il y a du krill. Ouais, ça compte pas vraiment. Ah, sinon, en Afrique, on a recensé 250 espèces d'insectes comestibles. Ouais, ça fait de quoi grailler. Parfait, c'est parti. La première étape de notre itinéraire africain, c'est le Cameroun. C'est l'un des pays du continent avec la plus grande diversité de climats et de paysages. Des forêts pluvieuses aux savanes en passant par les déserts et les plages, tous les paysages du continent y sont représentés, à tel point qu'on décrit parfois le Cameroun comme étant toute l'Afrique dans un pays. Alors, d'après Wikipédia, les langues officielles du Cameroun sont le français et l'anglais. Bon, ça va, on va mieux s'en sortir qu'au Mexique. Ainsi que 307 langues et patois régionaux. Eh ben, on n'aura qu'à parler le langage universel de la musique. Ou alors, on pourrait embaucher un guide, par exemple. Ouais, on va embaucher un guide. Qui dit grosse diversité environnementale, dit grosse diversité dans les insectes comestibles. Ici, on trouve de tout. Des orthoptères, des coléoptères, des lépidoptères, des hyménoptères et même des isoptères. À Yaoundé, la capitale du Cameroun, on trouve facilement notre bonheur sur le marché Moufundi. Comme par exemple ces larves de charançon, ces termites séchées, ainsi que ces chenilles, séchées elles aussi. Parce qu'ici aussi, la plupart des insectes comestibles sont saisonniers. Du coup, hors saison, sur les marchés, ceux qu'on va trouver seront conservés d'une façon ou d'une autre. Parfait. Prenons la route et essayons de découvrir comment on récolte tout ça. L'un des insectes les plus populaires d'Afrique, c'est indubitablement la termite. Non, le termite. Eh bah t'as de bons yeux. Contrairement aux autres insectes sociaux qu'on a vus jusqu'ici, les termites sont des insectes hémimétaboles, c'est-à-dire que leurs larves ressemblent à des adultes miniatures. En grandissant, ces bébés termites vont devenir des ouvriers, des soldats ou des individus sexués affublés d'une paire d'ailes, qui lors de l'essaimage s'envolent de la termitière pour aller se reproduire ailleurs et devenir des rois et des reines termites à la tête de leur propre colonie, en passant leur journée à pondre des œufs et à se gaver de champignons bio cultivés à même la termitière par leurs serviteurs. Enfin bon, ça c'est s'ils arrivent à sortir de chez eux avant qu'on les attrape. Parce que manque de bol pour les termites ailés, c'est justement cette caste-là qu'on mange. On trouve ces délicieux isoptères un peu partout sur le continent. Et du coup, au Cameroun aussi, on en consomme pas mal. Lors de cette expédition, on a eu la chance d'être accompagné par Valentin, notre guide, qui s'y connaît beaucoup en insectes comestibles et notamment en termites. C'est donc lui qui nous a emmenés sur la route pour découvrir tout ça. Il faut savoir qu'au Cameroun, on peut trouver différents types de termites qui essaiment à différentes saisons. Et à différentes heures de la journée aussi. Parmi les plus populaires, on peut citer les cils, les capes et les pélets. Les cils sortent plutôt pendant la nuit lors de la saison des pluies, tandis que les capes sortent au début de la saison sèche vers 17h. Et les pélés, quant à eux, essaiment tranquillement au milieu de la journée vers 14h. Mais à tout seigneur, tout honneur, parlons d'abord des cils. Quand on parle de termites sur les marchés camerounais, ce sont surtout les cils qu'on a en tête. Et c'est dans ces grosses termitières rouges qu'ils se cachent. Ces termites sont les plus gros, mais aussi les plus pénibles à attraper. Ça c'est le métier des cils. Ça sort souvent aussi dans la nuit vers 5h du matin. Mais c'est pas la saison. D'habitude, les mamans attrapent avec la lampe tempête. Tu as ta cuvette, la bassine, tu allumes ta lampe, tu poses dessus. Quand les termites sortent, la lumière les attire. Du coup, ils tombent dans la bassine. Ah, le retour du fameux piège lumineux. Décidément, c'est un bon plan pour attraper les insectes, ça. Bon, par contre, on est arrivé en début de saison sèche, en octobre-novembre. Donc, pas du tout pendant leur période d'essaimage. Qu'à cela ne tienne, pour cette variété de termites, la casse ailée n'est pas la seule qui est mangée. Hors saison, on peut toujours grignoter les soldats.
Comme c'est pas la saison, étant petit, on partait souvent capturer les termites maçons pour manger. Pour attraper ces termites-là, il faut d'abord faire quelques menus travaux de rénovation dans la termitière en fabriquant une petite lucarne sur le toit, afin d'y introduire un morceau de caoutchouc. Les termites soldats seront tellement contents que vous ayez rendu leur maison plus lumineuse qu'ils vont faire plein de bisous aux morceaux de caoutchouc et ils y resteront accrochés comme des gros bolos. Et là, il n'y a plus qu'à griller ça sur le feu. Ou vous pouvez aussi manger ça cru sur place. Je prends comme ça, j'appuie un peu la tête. Quand tu appuies la tête, il ferme aussi ces pinces-là. C'est la tête qu'on mange. C'est la tête qu'on mange. Oui, riche en calcium. C'est marrant, c'est croustillant, c'est pas mal. C'est légèrement citronné aussi, légèrement, ou plutôt c'est le goût d'herbe probablement. Pas d'inquiétude pour les termites, les ouvriers sont déjà à l'œuvre pour corriger vos petites excentricités architecturales. Il ne leur faudra qu'une bonne nuit de travail pour réparer tout ça. Bon, les termites soldats, c'est un encas sympa pour commencer la journée, mais faut avouer que c'est pas ce qu'il y a de plus facile à récolter. En plus, ça mord! Tournons-nous plutôt vers la collecte des termites ailés, et tant qu'à faire, tournons-nous vers la collecte des termites ailés de saison, j'ai nommé les capes. Allez, reprenons la route et voyons si on arrive à en trouver. Mais sur le chemin vers Ombessa, nous faisons une petite trouvaille intéressante. Donc ça, c'est les chenilles qui se mangent ici aux alentours. Oui. Une chenille qui se mange là, ici, aux alentours. Cette variété-là est appelée mibing dans la langue locale. Pour la préparer, il faut d'abord retourner la chenille fraîche sur un petit bâton, comme une chaussette. C'est comme ça, faut cacher les petits piquants. Moi, je peux manger comme ça les piquants dehors, mais quand tu donnes à un enfant de 5-6 ans, il aura peur. Comme ça, là, ça ressemble déjà même à un verre blanc. Et hop, il n'y a plus qu'à griller la chaussette à la poêle. Lui-même, il a son nul. La graisse que tu vois là. D'accord, donc tu peux mettre ça dans la poêle. Tu tournes seulement, tu mets seulement les condiments. Ça sort lui seul. Tu peux faire le demi-bouillon, le rôti, ça dépend donc de quelle façon tu veux manger cela. Beaucoup d'espèces de chenilles sont consommées dans les régions centre et ouest du Cameroun. On les trouve pendant la saison des pluies en haut des arbres en train de s'empiffrer de feuilles, et de temps en temps, elles descendent en masse sur le tronc d'arbre. Et c'est à ce moment-là qu'on peut les collecter. En saison, elles seront vendues vivantes sur le marché. Hors saison, on peut quand même les trouver, mais elles seront séchées, voire même congelées. C'est exactement ce qu'a fait Maman Solange, une Camerounaise qui travaille au marché de Mfundi à Yaoundé. Ces chenilles à elle, de la variété Minkong, ont été capturées il y a quelques mois, puis nettoyées et mises au congélo. Et c'est beaucoup nourrissant. Ça a beaucoup de vitamines. Tu sais que nous tous on a grandi sur ça. Même au village, les enfants arrêtent en bouche. J'ai ma petite Mbombo, elle a 7 ans. Elle cuisine ça bien. Bon, vous nous connaissez, bien évidemment qu'on a profité de l'occasion pour acheter quelques chenilles et tenter les recettes que Maman Solange nous a conseillées. On ne pouvait pas faire une vidéo culinaire sans chenilles, sans pantalon. Pour profiter pleinement de leur saveur naturelle, il suffit de les faire mijoter avec un peu de piment, de tomates, ainsi que quelques herbes locales, le messep, l'osimnam et l'ojom. Ils sont pas mal. Mais effectivement, la recette que Maman Solange nous a transmise, ça donne un goût nature. Comme un goût de crevette. C'est vachement chouette, je sens pas tellement la tomate. Bref, c'était un encas vraiment sympa, mais il est temps de se remettre à la recherche des termites. La variété de termites qu'on a actuellement le plus de chances de trouver, ce sont les capes. Ces termites-là annoncent la saison sèche et s'envolent généralement de leur termitière vers 17h-18h. C'est cet envol-là qu'on appelle l'essaimage, et c'est à ce moment-là qu'il faut se tenir prêt à les attraper. Et pour les attraper, l'outil indispensable, c'est ce panier. Et le panier, si c'est le panier que ma mère avait acheté quand je n'étais même pas encore né. Oui, donc ça a plus de 40 ans. Véritable relique de la famille Yangoni, il nous sera d'une aide précieuse pour piéger notre repas du soir. Tout d'abord, vers midi, nous partons en opération repérage pour trouver les termitières qui auront le plus de chances d'essaimer ce soir. Et bingo, après 1 heure de recherche, on en déniche quelques-unes qui ont l'air prometteuses. Là tu vois, ils ont déjà élargi un peu les trous. Quelques heures avant l'essaimage, les ouvriers font de petites ouvertures sur le dessus de leur termitière pour laisser passer les termites ailés. Bref, on a repéré les lieux, on va enfin pouvoir voir comment on attrape les termites. Ce soir-là, nous retournons voir nos termitières prometteuses. Et effectivement, les trous se sont fait plus nombreux. Allez, c'est parti! Il est temps de faire chauffer le panier ancestral du clan Ngoni et de piéger les futurs rois et reines de l'empire termite local! Tu mouilles d'abord avec de l'eau pour que les termites collent dessus. Là, tu couvres. Maintenant déjà? Oui. Même si ça sort pas encore? Ils veulent un peu d'obscurité. Quand c'est un peu obscur là-dedans, ils se disent que bon, c'est déjà vers la nuit s'approche déjà. Faut vite sortir. Une fois toutes les termitières couvertes, il n'y a plus qu'à attendre. Et attendre. Et attendre encore un peu. Ah, ok, quelque chose ne va pas. Ça a raté. Ah
Bon, eh bien on dirait que les termites ne sont pas sortis ce soir-là, malgré une myriade d'ouvertures dans leur termitière. Peut-être demain. Nous rentrons donc bredouille pour cette fois-ci, mais ce n'est que partie remise. Dès demain, nous nous remettrons en route. C'est une nouvelle journée qui commence pour notre petite expédition de chasse aux termites. Expédition qui sera interrompue par une découverte inhabituelle. Ouah, c'est un gros scarabée. Un gros scarabée. Ce coléoptère de la famille des ogosomes est un magnifique spécimen d'Ogosoma centaurus, ou scarabée rhinocéros. Plus spécifiquement, c'est un scarabée rhinocéros femelle, reconnaissable à sa jupe et son absence de cornes caractéristiques des mâles. Certains scarabées de la famille des ogosomes sont comestibles. Mais avant de se faire un casse-croûte avec notre trouvaille, on va quand même demander l'avis d'une experte, histoire de ne pas faire n'importe quoi. Nous avons donc rencontré Gwen-Marie pour une identification gastro-entomologique. On a vu juste, c'est bien un scarabée rhinocéros. Oui, c'est avec ça que leur... Elle dit qu'il faut souvent faire attention parce que ça pince. Elle a environ 81 ans. Oh, d'accord. Oui, c'est pour cela que je peux dire que ce sont les vieilles mamans comme ça qui savent si on mange, si on ne mange pas. Si elle nous disait là qu'on ne mange pas, on jetait. Donc c'est mangeable. C'est bon, a priori, c'est comestible. Super, y a plus qu'à le passer à la casserole. Ou à la poêle. Ou au four. Ok, ça se cuisine comment en fait? Eh bien, on peut l'assaisonner et le rôtir, ou alors le braiser doucement sur le feu en le décortiquant au fur et à mesure pour une dégustation nature. Il faut aller doucement. C'est ça, ouais. Oui, ça va brûler. Ah, c'est prêt. À table. C'est bon? Quand tu manges ça, l'odeur du palmier. Ce scarabée est, comme on peut s'y attendre, très coriace. On le mâche pour savourer le goût herbeux marqué et on recrache les morceaux de carapace. C'est un peu dur alors. La graisse, il y a la graisse dedans. Le mbombogo a un bon goût de palmier, ainsi qu'une légère amertume. Les vitamines, on les sent bien, pas de doute, ce truc en est rempli. Mais revenons-en à nos termites. Les recherches continuent pour trouver une termitière potable qui nous donnera de bons caps bien juteux. Seulement, on a un petit souci. Les termites n'aiment pas la pluie. Et quand leurs termitières sont mouillées, eh ben ils sortent pas. Trouver une termitière qui n'a pas été touchée par le déluge caractéristique de cette fin de saison des pluies s'avère être une rude tâche. Pistache. Mais c'était sans compter sur un allié inattendu qui nous a filé un coup de pouce alors que nous arrivions au niveau du village d'Ebebda. Il y a les termites qui sont sortis. Oh waouh, il y en a partout. On reconnaît là où ça sort quand tu vois les oiseaux en train de courir comme ça. Les oiseaux. Ces petits malins savent où sortent les termites habituellement et n'hésitent pas à s'y précipiter pour un encas facile, révélant au passage où se trouvent les termitières. Il y en a plein. Une colonie de termites, abritée par cette grange, n'a pas été touchée par les pluies diluviennes. Ce qui est marrant, la termitière est dedans. Même s'il pleut, ça ne se mouille pas, c'est dedans la maison. Accompagnés par les habitants d'Ebebda, nous nous empressons d'attraper enfin ces termites tant recherchés. Donc voilà, c'est les termites. Sur les termites, on mange ça, ça sort au sol, on met ça au feu, Et ça donne les vitamines. On peut poêler les termites avec un petit peu de sel et de poivre, ou alors on peut les manger crus. Pas mal. Ah, c'est bon, n'est-ce pas? C'est sucré. C'est sucré. C'est bon et c'est merveilleux. Les termites ont un délicieux goût d'arachide, sans être croustillants. Ils sont très différents des fourmis thaïlandaises, parce que là où celle-ci était plus un condiment, les termites sont plus gros, plus gras, et peuvent être grignotés comme ça, comme des cacahuètes volantes. On nous a raconté que cette variété-ci de termites est souvent collectée par les enfants, probablement parce qu'on peut les attraper tranquillement en fin d'après-midi. Contrairement aux cils dont on a parlé tout à l'heure, qui nécessitent qu'on se lève en plein milieu de la nuit avec des pièges lumineux. D'ailleurs, on a enfin compris pourquoi ce sont les cils, les termites nocturnes, qui sont surreprésentés sur les marchés camerounais, alors que les capes y sont globalement absents, même quand ceux-ci sont en saison. En fait, c'est parce que quand les enfants vont collecter les capes, ils reviennent rarement avec leur récolte, vu qu'ils mangent tout en chemin. Et franchement, je les comprends. C'est bon et c'est riche. Là, on ramasse ici, on met dans le plastique. C'est marrant, c'est vraiment une friandise qu'on peut trouver comme ça dans la nature. Ça me rappelle un peu les fraises des bois. Mais sans les renards qui font pipi dessus du coup. On a eu de la chance sur ce coup-là, mais faut quand même admettre que notre récolte est bien maigre. On ne va pas avoir assez de termites pour préparer le dîner. C'était la récolte qui était maigre ou c'est toi qui as tout graillé en chemin? Oui. Bon on est reparti alors. Mais avant de reprendre notre quête incessante de termites juteux, Valentin nous emmène faire un tour en forêt, du côté de Nkolungem, pour aller dénicher un autre type d'insecte, non moins juteux. Voire même plus juteux en fait. Beaucoup plus juteux.
Nous allons avoir la chance de découvrir l'un des insectes les plus populaires de la région centre du Cameroun. Dans la langue locale, on l'appelle le phos, et ce n'est nul autre que la larve du charançon des palmiers. Pour dénicher ces bestioles-là, on doit se rendre en forêt. On trouve ces larves dans les troncs d'un palmier très particulier, le raffia. C'est le palmier qui est utilisé pour produire la fameuse huile de palme, mais pas que. On peut aussi extraire sa sève et la faire fermenter pour produire une boisson alcoolisée plutôt sympa, le matengo. Eh oui, l'alcool, encore et toujours. On vous le dit et on vous le répète, là où il y a des insectes, l'apéro n'est jamais loin. Bref, les raffias sont abattus, la sève est collectée, et une fois que les troncs sont vidés, les charançons adultes viennent y pondre leurs œufs. C'est l'adulte? Oui. Les larves grandissent tranquillement dans leur palmier abattu. Puis il n'y a plus qu'à les sortir de là, en dépiotant le tronc à coups de machette. Oh, waouh, il est gros lui. Yep. Il faut de temps en temps jauger avec le doigt. S'il est proche, là tu ne peux plus couper beaucoup. Tu coupes un peu. Et vous avez tout à fait raison, c'est bien le même insecte qu'on a vu en Thaïlande. Alors pas tout à fait. Le charançon thaïlandais est le charançon rouge des palmiers, Rhynchophorus ferrugineus, tandis que l'espèce africaine, Rhynchophorus phoenicis, est plutôt noire. Mais les deux sont bien des parasites du palmier et suivent un cycle holométabole qui comprend un stade nymphal immobile entre la larve et l'adulte. Merci Jean-Michel, entomologiste. Notons d'ailleurs que le faux est le troisième insecte comestible xylophage qu'on croise lors de notre tour du monde, après le ver de palme et la larve de Wicheti. Bon, ça fait même 4 si on compte la larve du Capricorne qui a été évoquée dans l'épisode sur le Japon. Ceci dit, si on considère que c'est une redite du ver de palme thaïlandais, on retombe sur 3. Bref, des insectes qui mangent du bois, on en consomme souvent autour du monde. Et en même temps, c'est logique. Une larve protégée dans son habitat par une armure naturelle de plusieurs dizaines de centimètres d'écorce et de bois n'a aucune raison de développer des stratégies de défense à base de poisons ou autres toxines. Au pire des cas, elles peuvent être trop peu consistantes à manger, mais elles seront quasiment toujours comestibles. Bien sûr, le revers de la médaille, c'est que les larves xylophages sont loin d'être simples à collecter, précisément à cause de cette énorme armure en bois massif qu'elles se trimballent. Et parfois, le succès est un peu aléatoire. On n'a pas eu grand-chose ici, là. Beaucoup se sont transformés en adultes. C'est une récolte d'autant plus difficile que la forêt camerounaise, bien que super jolie, a une atmosphère très chaude et humide. Et encore, on a eu de la chance, il pleuvait pas. Au final, on a visité 5 troncs de raffia pour une collecte d'une 60aine de larves. A noter qu'en saison sèche, les conditions météorologiques sont plus favorables au développement des fosses, et la récolte peut donc être beaucoup plus abondante. Avec un peu de chance, on peut trouver jusqu'à une centaine de larves par tronc. Quand soudain, des termites. Des termites partout. Des termites. Il y en a plein. Et tous les lézards qui sortent pour les manger. Nous sommes sur une petite route à côté de Dobala, et il est 14h tapante. L'heure à laquelle sort la 3e variété de termites qu'on a mentionnée, les pélés. Et on a de la chance, il y en a plein. Plein partout. Ces termites noires sont très faciles à repérer et très faciles à attraper. Super facile à attraper au vol. Ils volent pas très bien en fait. On couvre comme ça pour qu'ils ne s'envolent plus. Ils vont rester dans le panier dedans. Hop. Ils sont très bons. On a eu la chance de tomber sur une termitière très abondante. On était couverts de termites de la tête aux pieds. Annie a mis au point une autre technique de capture. Quoi? Ses cheveux. Et notre collecte s'est avérée fructueuse. Regarde ça. Bon bah voilà, on a notre repas du midi. Hein. Enfin, après une semaine de longues recherches, on a enfin trouvé suffisamment de termites pour en faire un repas. Mais du coup, comment on cuisine tout ça? Allez vous demander, car vous êtes curieux. Alors, archi classique, à la poêle, avec un peu de sel et de poivre pour accompagner le matengo. Ou alors, on peut aussi les incorporer dans un mets. Le mets est un plat camerounais typique. C'est un genre de beignet d'arachide ou d'autres graines cuit à la vapeur dans lequel on peut trouver de la viande ou des légumes. Et pour nous montrer comment cuisiner tout ça, direction le village d'Efoumelessi Essang, où nous rencontrons Marie-Louise et Marceline qui vont nous faire la démonstration. La première étape consiste à bien laver les termites et à retirer leurs ailes. Et on tourne comme ça pour enlever les ailes. Ensuite, les termites sont écrasés et mélangés à des condiments comme des oignons et des herbes locales. Puis on forme les beignets, on les enveloppe bien étanchement dans des feuilles de bananier et il n'y a plus qu'à placer ça dans une casserole pour laisser cuire à la vapeur pendant une petite heure. Après quoi, il est temps de passer à table. C'est très bon, hein? Oui. C'est sympa. Ouais, on sent bien le goût des termites. Le goût un peu de cacahuète des termites. C'est vraiment bien. Et ça va bien avec l'ail. Puis c'est tendre. Fun fact intéressant et stylé, vous l'avez peut-être remarqué, les termites frais ne sont pas juste une garniture ajoutée dans le mets comme une viande ou un légume. Ils remplacent carrément la pâte d'arachide elle-même. Et c'est possiblement la première fois qu'on voit un insecte comestible avec une fonction culinaire aussi structurante. Au final, cette collecte de termites a été mouvementée, riche en rebondissements et pas mal aléatoire. Mais apparemment, le fait que ce soit aussi random, c'est hyper courant.
Bien que leur rythme de vie soit connu des gens du coin, et bien que les méthodes de capture soient au point, l'essaimage des termites reste encore parfois un peu imprédictible. Notre expérience était donc relativement représentative de ce qui se passe quand on essaye de trouver des termites. Voilà, donc, nous engueulez pas si on s'est fait bolosser par la pluie, c'est pas de notre faute, c'est l'authenticité, ok? Ah là là, si seulement il existait une technique pour se procurer des insectes sans le côté aléatoire. Tu sais très bien que ça existe. Comment ça? Tu vas encore nous parler d'élevage, n'est-ce pas? Moi, tout de suite. En effet, parmi les insectes qu'on a vus lors de notre petit road trip camerounais, il y en a un qui se prête plutôt bien à l'élevage. D'ailleurs, je sais pas si vous vous rappelez, mais on a déjà vu une ferme mettre ça en place en Thaïlande. Eh oui, c'est la larve du charançon. Rendons-nous du côté d'Obut, une communauté située à 80 km au sud de Yaoundé. C'est ici qu'a été lancée la première ferme expérimentale camerounaise d'élevage de fosses, qui permet de produire la précieuse larve sans aller crapahuter dans la forêt. Le projet est porté par LIFT, Living Forest Trust, et IRD. L'idée, c'est de mettre en place un dispositif qui peut permettre aux paysans de produire le phos, des larves de charançon de raffia au domicile, étant donné que c'est un denrée fortement prisé chez nous ici, mais que sa récolte est exclusivement dans la nature. La disponibilité de ça est saisonnière. Avec le système d'élevage, on peut donc avoir ça à tout moment. Donc nous avons commencé à mener des recherches ici depuis 2014 et on travaille de manière participative avec les paysans. Et nous, on s'occupe de tout ce qui est données scientifiques et eux, ils s'occupent de tout ce qui est la production et la vente de ça. Ils commercialisent ça pour utiliser les revenus pour améliorer les conditions de vie. C'est donc dans ce local que Michel et Valentin élèvent les fosses dans de grosses boîtes en plastique. Bon, là, la plupart des boîtes sont vides car ils viennent de tout vendre lors d'une foire à Yaoundé, mais ils nous ont quand même gardé 2 boîtes de côté pour nous faire la démo. Alors, comment ça s'élève les fosses? Tout d'abord, on introduit 3 couples de charançons adultes dans la boîte. Le mâle, il détient un bec qui est un peu court et le bout de son bec là a une semblable de barbe quelque part là devant. Par contre, la femelle a un bec qui est trop lisse. Un peu plus long. Ensuite, on leur donne des morceaux de raffia dans lesquels ils vont pouvoir pondre leurs œufs. On commence d'abord par découper le cœur du raffia, ce qui est la partie qui est plus tendre. Et c'est parti! Il n'y a plus qu'à refermer la boîte et à leur redonner du bois chaque semaine. Entre le moment où on introduit les charançons adultes dans la boîte et celui où on peut collecter les larves, il ne se sera écoulé que 25 jours. Mais on peut laisser jusqu'à 30 jours pour que ça devienne encore plus gros. Et ça en fait l'un des insectes comestibles avec le cycle de vie le plus rapide. Et donc, 25 jours après le lancement de la boîte, on peut récolter les précieux fosses. Résultat des courses, on a récupéré une 50aine de larves par boîte. Soit quasiment 2 fois plus que ce qu'on a récupéré quand on est parti les collecter en forêt. Et ce sans trop s'embêter. Comme quoi, c'est pas trop mal. Actuellement, je suis ici. La pluie ne me gêne pas. Je travaille tranquillement. Mais la personne qui en bouge maintenant, il souffre. Fun fact intéressant et stylé, contrairement à la ferme de charançon qu'on a vue en Thaïlande, Michel et Valentin ne produisent pas leurs adultes eux-mêmes dans leur ferme par la voie classique, mais ils les collectent derrière chez eux dans la forêt. Pour attraper les charançons, il suffit de placer un peu de raffia dans un bidon en plastique et de le percher dans l'arbre. Les adultes viendront s'y loger et on pourra les récupérer sans problème. Et ouais, il a été attrapé. C'est pas de chance. Cette méthode permet de tirer parti de l'abondance des charançons dans l'environnement afin d'obtenir des adultes assez facilement, sans s'embêter à mettre des larves de côté pour assurer la reproduction. On peut donc collecter l'intégralité de la production de la ferme. Par contre, cette technique a quelques inconvénients, notamment celui que, comme toute capture d'insectes dans l'environnement, ça reste super aléatoire. Tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. Tu vas peut-être capturer 300 charançons dans tes pièges, ou seulement une vingtaine. Peut-être que tu vas avoir un sexe ratio équilibré avec 50% de mâles et 50% de femelles, ou alors ça va être la fête du slip la plus totale et tu vas tomber sur 90% de mâles. Sans parler de l'âge des insectes. Plus un charançon sera vieux, moins il sera fertile. Puis alors la sélection de souches, ça c'est mort, hein, on peut oublier. C'est pour ça qu'à terme, Michel et Valentin vont essayer de produire leurs adultes eux-mêmes. Il suffira tout simplement de mettre quelques boîtes de larves de côté. On les gardait encore même peut-être pendant une semaine ou plus. Ils allaient entrer dans les nids pour se transformer encore en adultes. Et en un mois seulement, on obtiendra des adultes jeunes et dynamiques au regard vif et à la carapace luisante, prêts à lancer une nouvelle génération de délicieuses larves qui raviront petits et grands. En parlant de délicieuses larves, elles se vendent à combien ces petites bêtes-là? 5 individus à 200. 5 individus, 200. Donc là, sur les 2 boîtes, on en a pour 2000 francs CFA par boîte, soit à peu près 3 €. C'est 2 à 4 fois moins cher que les larves vendues au marché de Yaoundé. Élever les charançons, ça a donc de nombreux avantages. Et c'est une bonne situation ça, éleveur de fosses? Un box donne en moyenne 1500 francs. Et d'ici dedans, nous avons environ 100 box. Ça fait qu'ils peuvent facilement produire 150 000 francs
chaque mois dans un milieu rural camerounais, c'est un revenu consistant par rapport aux autres activités. Un cacaoculteur qui a un revenu de 600 à 1 million de francs, c'est un bon cacaoculteur. Or, vous constatez que ici, s'il peut produire 150 000 chaque mois, si le travail est bien coordonné, il serait au-delà de 2 millions par an. Donc c'est un métier qui est largement profitable. D'ailleurs déjà ça contribue beaucoup au développement du village parce que quand ils produisent, ils donnent aussi beaucoup de dons. Bien, il est l'heure de retourner derrière les fourneaux avec Marie-Françoise qui va nous montrer comment préparer les fosses. Après avoir bien nettoyé les larves, on les ouvre encore vivantes et on les place dans une casserole. Pour découper, tu peux prendre le couteau. On prépare quelques condiments, comme par exemple des échalotes, du messep, du gingembre, du piment et des tomates, et on fait cuire le tout avec un peu d'eau, de sel et de bouillon cube. La clé d'un ragoût de fosse bien réussi, c'est de bien le laisser mijoter avec tous les condiments. Et au bout de 20 minutes, c'est prêt. Ah, c'est vraiment très bon. Oh, c'est chouette. Oh, c'est trop bon. Ah, il y a beaucoup de saveurs. Ça pique un peu, c'est vraiment sympa. Oh, ça pique même beaucoup. C'est bien tendre, bien juteux. On sent bien toutes les saveurs du gingembre, du piment, de l'échalote. C'est excellent. C'est hyper satisfaisant à manger. Les larves de charançon sont excellentes pour la santé. Non seulement elles contiennent la même quantité de protéines que la viande classique, mais en plus, toutes leurs graisses sont des oméga 3 et 6. Et on appréciera aussi l'absence de maladies transmissibles de l'insecte consommé à l'humain. Pas de risque de ver solitaire avec ces vers-là. Il y a des valeurs thérapeutiques associées à la consommation de chacun de ces insectes-là. Et les études menées dans ce village même avaient montré que les larves permettent de résoudre les problèmes de la fortification des os des enfants. Des femmes aussi qui n'accouchent pas, on peut les utiliser d'une certaine façon pour résoudre ce problème. Quand vous regardez les gens qui consomment les insectes, ils sont toujours solides. En tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont convaincus par leurs larves. Ah, mais ça toujours. En fait, s'il y a bien un truc qu'on a remarqué en discutant avec les gens ici, c'est que les Camerounais qu'on a rencontrés sont tous super fiers des produits de leur pays. Quand tu manges ça, c'est que tu as aussi mangé beaucoup de fruits. Par exemple, les plantes médicinales, ils englobent tout ça dans leur ventre. En mangeant ça, tu te soignes sans savoir. Puisque c'est bio, et voilà pourquoi ils vendent ça cher. Au Cameroun, il y a ça partout, même dans les brouses, même dans les villages, même dans les maisons. Trop de produits là. On mange comme ça là, même si c'est cru, on prend les vitamines en direct. Il y a la richesse au Cameroun, il y a beaucoup de vitamines. C'est vrai que le centre du Cameroun est le genre d'endroit où on peut faire 10 mètres dans la forêt et ramasser de quoi se faire son petit déjeuner. L'environnement est super riche et les gens sont très attachés aux produits naturels et bio de leur région, qu'ils soient cultivés localement ou cueillis directement sur place dans la forêt. Et les insectes comestibles en font totalement partie. Quand on vous dit que ce sont des fraises des bois, c'est vraiment un produit qu'on peut aller dénicher dans la nature, comme des champignons ou des fruits sauvages, pour les déguster sur place ou le ramener chez soi et s'en faire un petit plat traditionnel de derrière les fagots. Et comme pour les champignons, la récolte d'insectes nécessite une bonne connaissance des espèces comestibles locales. Il faut savoir distinguer les chenilles qu'on mange. Si tu n'es pas de la localité, tu vas confondre la chenille. Ça se ressemble souvent, hein. Il y a d'autres chenilles qu'on ne mange pas. Tu touches même comme ça pique. Et ça chauffe, ça gratte, ça donne les boutons. Au moins, pas besoin de piment avec ces chenilles-là. Car oui, d'une région à une autre, on ne va pas forcément manger les mêmes insectes. Déjà parce que c'est pas les mêmes environnements et donc pas les mêmes bestioles, mais c'est parfois aussi une simple question d'habitude. Prenons l'exemple des criquets, tiens. Lors de la saison sèche, ils abondent dans les régions centrales. Les enfants profitent que les criquets s'agglutinent le soir autour des lampadaires pour les attraper et les stocker dans des bouteilles en plastique. Puis ils les revendent ou s'en font des grillades sur place. Mais ça n'arrive pas forcément dans toute la région centre du Cameroun. Vers Garoua-Boulay, à la frontière Centrafrique-Cameroun. Les petits là-bas, les enfants qui sont là-bas, eux, ils partent aussi chasser les grillons. Et tu montres le plat des grillons à un enfant de chez nous, il ne va pas accepter. Même chose, si tu prends le plat des criquets comme nous mangeons chez nous, tu montres ça à un enfant de Garoua-Boulay, il va d'abord regarder ça avec un œil bizarre, parce qu'il ne reconnaît pas. Il ne connaît pas ça, une question d'habitude. Et c'est pareil pour nos bons amis les termites. On a fini par se faire un repas avec les pélés, les termites noirs qui sortent vers 14h, mais il faut savoir que traditionnellement, ceux-là ne sont pas mangés, bien qu'étant parfaitement comestibles. Nous ne mangeons pas ça chez nous, à cause de la couleur noire là. Et nos parents ne nous ont pas conseillé de manger ça. Ils disent que ça gâte les dents. Mais c'est mangeable. Si on ne mange pas ça au centre, on mange peut-être au nord ou bien au sud. C'est question d'habitude. Et cette différence d'habitude s'accentue encore dans les villes. Ils ont peur de manger peut-être parce qu'ils se disent que ça va les tuer.
eux aussi parce qu'ils ne connaissent pas la valeur et l'utilité de ça. D'accord. Bon, pour quelqu'un comme moi je mange plus, je sais, j'ai grandi au village. Oui, bon, grand-mère avait toujours l'habitude de le faire. D'ailleurs, à Yaoundé, les principaux citadins qui achèteraient des larves de charançon seraient surtout des cadres supérieurs souhaitant déguster un produit typique que leurs parents leur préparaient quand ils étaient jeunes. Des fins connaisseurs donc. Mais ce produit typique peut parfois connaître des problèmes de disponibilité. Comme vous l'avez remarqué, il y a le côté aléatoire de la collecte, mais pas que. À force de suivre notre petite série documentaire, vous avez fini par le comprendre. Les insectes capturés dans la nature sont un produit direct de l'environnement. Changer l'environnement, vous changerez les insectes qu'on peut y récolter. C'est ce qui s'est passé par exemple avec l'extension de la production agricole dans le coin d'Obala, qui a réduit la disponibilité de nos amis les scarabées rhinocéros. Actuellement, il n'y a plus. À l'époque, il y avait encore la forêt. Maintenant, là, nos grands-parents, ils ont transformé ça en plantation cacaoyère. Donc la forêt est complètement finie. Là, on met le manioc, on met les arachides, on met le banane plancton, donc ce n'est plus la forêt. Les insectes collectés dans l'environnement ne sont donc pas toujours super compatibles avec l'agriculture. Mais heureusement, l'élevage est là pour sauver la gastronomie camerounaise entomocole. Ouais, enfin l'élevage, il n'en est encore qu'à ses débuts pour le moment. Et il faut préciser que nous sommes toujours dans la phase recherche. Je peux dire que la productivité varie en fonction de plusieurs facteurs, notamment l'humidité, la température et la qualité des aliments. On a déjà eu des cas où, dans ce box-là, on a récolté environ 150 individus. On a aussi des cas où on récolte 80. On a des cas où on récolte 100. On a des cas où on récolte 50. Il y a même des cas où on récolte 30. D'accord. Et il y a des cas où ça échoue complètement. On ne récolte rien. Donc ouais, même à la ferme expérimentale de Charançon, c'est vrai que la production reste encore un peu aléatoire. Mais d'un autre côté, j'ai envie de dire, c'est un peu le principe d'une ferme expérimentale. Rappelons que ce projet est une collaboration entre les habitants d'Obout et différents organismes de recherche. Pendant que Michel et Valentin élèvent les fosses, les chercheurs peuvent profiter de cette opportunité pour collecter des données sur les insectes et approfondir les connaissances sur la biologie des charançons et leurs besoins, dans l'objectif d'améliorer les techniques d'élevage. Un bon exemple de cette recherche agronomique, c'est l'alimentation des larves. Pour l'instant, on les nourrit au raffia, qui semble être l'aliment le plus efficace pour les élever. On a essayé plusieurs aliments, on a essayé le palmier, on a essayé le pastèque, on a essayé le maïs, on a essayé plusieurs trucs, mais ce qui donne le résultat assez satisfaisant pour le moment, ça reste le raffia, et particulièrement ce raffia-ci là. Donc ça c'est l'espèce de raffia qu'on appelle raffia okori. Raffia okori. Oui, donc c'est le meilleur pour le moment pour la domestication. Et élever des fosses est un processus beaucoup plus économe en raffia que leur collecte dans la forêt, puisqu'on peut produire la même quantité de larves avec 4 fois moins de bois. Seulement, voilà, petit détail, au Cameroun, le raffia est exploité, mais il n'est pas cultivé. Et rappelons un point important, un système de production n'existe jamais de façon isolée. Il ne sera durable qu'à partir du moment où les autres systèmes dont il dépend le sont aussi. Comme par exemple les forêts de raffia. Alors certes, l'élevage est économe en bois, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de surexploiter les ressources forestières s'ils se développent? Aucune inquiétude, le LIFT Living Forest Trust est sur le coup. C'est pour ça que nous sommes en train de travailler en partenariat avec IRD, CNRS et AgroParisTech. On est en train de réfléchir sur comment développer des aliments qui ne dépendent pas du raffia. Ça peut être les herbes qui sont là dehors pour faire des compositions qu'on peut utiliser pour les élever. Accessoirement, les bénéfices du développement de l'élevage de fosses dépassent le simple fait que ces larves sont compliquées à aller chercher dans la forêt. En fait, c'est potentiellement la sécurité alimentaire du pays elle-même qui est en jeu. D'ici 2030, si je ne me trompe pas, l'Afrique va habiter plus de la moitié de la population mondiale. Donc, il y a la nécessité de réfléchir sur des alternatives. Et la viande a les soucis qu'on lui connaît. Outre sa consommation excessive qui peut entraîner des problèmes de santé, le gibier dont dépendent les villages se fait de plus en plus rare. Accessoirement, la viande c'est cher. Il faut donc promouvoir des alternatives qui sont encore bio, qu'on considère saines. Et nous pensons que une des solutions pour tous ces problèmes-là, c'est l'élevage des insectes. La consommation de 100 grammes d'insectes te donne les mêmes quantités de protéines que la consommation de 100 grammes de bœuf ou bien la viande de mouton, par exemple. En consommant divers par jour, ça peut permettre de satisfaire les besoins journaliers de protéines. Donc, celui qui mange les insectes améliore sa condition de vie. On peut tout à fait imaginer une situation où chaque famille élève ses insectes dans une dizaine de boîtes derrière chez elle.
Ça prend pas de place, c'est peu contraignant, et avec la production d'une boîte, on peut couvrir les besoins en protéines de toute la famille pour une journée. Oui, la sécurité alimentaire, on en entend parler en Europe aussi. C'est vrai, sauf qu'au Cameroun, à la différence de l'Europe, manger des insectes fait déjà partie de la culture. La consommation des insectes fait partie de nos habitudes alimentaires de manière culturelle. Ce n'est pas quelque chose de nouveau qu'on veut introduire, on mange des insectes de manière culturelle. Dans chaque région du Cameroun, il y a une espèce d'insecte qui est mangée. Effectivement, la plupart des Camerounais n'ont aucun souci avec le fait de manger des insectes. Non, ce qui peut en surprendre plus d'un au début, c'est l'idée de les élever. Nous sommes considérés un peu comme des fous. Les autres les ont traités des sorciers. Que nous avons venu avec la sorcellerie et ils ont intégré la sorcellerie. Que comment on peut élever, dit qu'on élève les insectes. Mais au fur et à mesure que le temps passe, les gens comprennent. La mentalité évolue, les choses changent, les gens comprennent. Et au jour d'aujourd'hui, ils sont comme les élites locales. Maintenant, c'est plutôt les conflits que tout le monde veut faire partie de l'affaire. Et ça ne va pas s'arrêter là. Une fois que l'élevage de fausses sera au point, il est prévu de lancer d'autres pilotes de production d'insectes ailleurs au Cameroun. Et comme on ne consomme pas les mêmes insectes dans chaque région, on ne produira pas les mêmes insectes non plus. L'idée serait de développer des techniques d'élevage pour les espèces consommées localement, histoire d'être raccord avec ce qui se mange dans chaque région. Et c'est une démarche super pertinente puisqu'elle est parfaitement adaptée au contexte du pays. Il s'agirait de développer une myriade de petits élevages donnant un produit local, bio et nourrissant, qui permettrait de renforcer la sécurité alimentaire et économique des familles. La ferme expérimentale d'Obout n'est pas seulement un pilote d'élevage de charançon, c'est le pilote de la filière insecte camerounaise tout entière. Notre étape au Cameroun est à présent terminée. Si vous voulez en savoir plus sur les recettes à base de chenilles, de termites et de fausses, comme vous le savez, la vidéo culinaire est là pour ça dans la description. Quant à nous, il est temps que nous reprenions l'avion afin de poursuivre notre itinéraire africain. Prochaine étape, le Zimbabwe.